So my name is Huaida. I'm 25. I grew up in Norway, but I've lived in France for the past 5 years. And now I'm starting a sabbatical year to focus on writing full time. And I'm my best friend. Coucou Lilou. Coucou. Ça va? Je m'appelle Lilou Eléa, je suis la sœur de Maïva. J'ai un parcours artistique plutôt détaillé puisque je fais une spécialité art en lycée et j'aimerais continuer mes études du coup dans l'audiovisuel. I'm excited. I think a lot of people are going to be angry, but that's fine. C'est l'expérience. Et on apprend toujours de ça en vrai. This is my bed. I've been writing for 15 years already. It's not necessarily something that I decided that I had to start doing, and putting time aside is something that I've always done. This year is the first time I've tried to write a thoughtful piece of work. Before, it was sort of more sporadic and fragmented, but this is the first time that I've decided to really invest the time to write something proper. I think I decided to do this at the end of last year because I felt that I was mature enough to write stories not only as a person that had something to say, but also as a writer. I think a writer and an individual is very different sometimes. A writer, I think, has a more holistic and bigger view of the topics and the themes that they want to tackle. So I decided to dedicate more time to writing when I felt that I had matured enough artistically to be able to effectively communicate a specific story. So I did my bachelor's in MIH, Mathématiques Informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales. And I did sciences cognitives, so cognitive science, which is very different from writing. But I actually don't think that they're that different, actually. I noticed in my creative work that I use a lot of the things that I've learned in my studies. Not necessarily directly the information, sometimes yes, but I think what I've noticed is the work of a writer is very heavily influenced by observation, and it all depends on observation. So a good writer is a good observer. So I noticed that by studying something that's very different from what I'm now doing, it makes me better at being able to sit with information that is very different from what you typically think a writer is interested in, which makes for much richer and interesting stories, I think. It was hard for me to admit how much creativity was important to me because I've always been very creative as a child, and everybody knows that. Like, my family knows that I've always enjoyed writing, I've always enjoyed painting. I think in general, as you know, a society, we really appreciate artistic contribution, but we don't always appreciate artists in the same way. So, you know, in every emotion that we have, if it's grief, if it's love, if it's happiness or sadness, we always turn to creativity in order to make our human experiences visible. But we don't necessarily understand the sacrifices that is required from artists in order to create these things.
I remember last year I was an intern at the embassy, the Norwegian embassy in Paris, and I was talking to one of my bosses, and his wife is a painter. And he told me that their kids don't think that creativity or becoming a creative is something that's crazy because their mom is a creative. So for them, it's something completely normal. And I think that changed my perspective a little bit because it made me stop thinking of creativity as something that is mythical or unrealistic, but something that has to do with perspective. If you've been raised in a context where creativity is possible, then you're much more willing to pursue it. So I think for me, with my family and them being very different from me, it's just a symptom of me trying to become my own individual. I wouldn't use the word nervous. I think I'm a little bit excited to be able to experience the friction and the change in dynamics within my family as a result of this. Because like I said before, a writer is an observer. So I think observing how other people relate to something very new is something that I'm excited to experience, actually. The novel that I'm working on is the first large piece of work that I've ever created, but I've been writing for 15 years. So writing is nothing new, but the time and energy and thought that goes into a novel is very different from sort of short pages that I write on the bus or the metro or whatever. I think for me, it represents a time where I'm able to put together everything that I've learned about literature throughout my life, because I've been reading longer than I've been writing. Like I said before, I felt mature enough now to start writing a story. So for me, it sort of represents a moment where I'm able to switch from being a reader to being a writer, and that's been very rewarding. It's really weird because I don't think I feel anything when I'm writing, because when I'm writing, I'm in this very deep, third space, and I'm not really paying attention to anything. And it's not until I stop writing that I'm aware that I was writing. It's a bit weird, but I think it's sort of like a deep flow work state type of thing. But I notice that when I'm not writing, I feel very bad. There was one time where Maeva was visiting me and it was early in the morning, and I told her that I feel really sad, and she was like, why? And I told her because I haven't written anything. And I think that's a very good representation that when I don't write, I can feel a very big discomfort that isn't there when I'm done writing. But I don't necessarily know what I feel when I'm writing because I don't think I'm aware of myself as much as I'm aware of writing itself. What did you learn about you while writing? I learned that I'm much more confident than I thought I was. I think it's really interesting because it's very natural that when you want to become a creative, you start looking at other creatives and studying their process and how they felt. Or just other people in general, when you ask them about their creative interest, and then they'll tell you, and then you see that they have this discomfort and this, it can be fear, it can be shame, it can be whatever, when they talk about creativity, because it's very scary. I don't feel that at all. I've never felt ashamed. I've never felt insecure. I've never felt pressured. I think that has to do with the fact that I've been writing for most of my life. So I trust myself when I'm working. I never procrastinate when I'm writing. I never make excuses. I never judge myself. My goal is not to judge what I'm writing when I'm writing, but just to write something, and then later I can go back and start looking at it with critical eyes. So yeah, I think I feel very calm and very liberated. I think a lot of people have told me that I've seemed more calm now that I've decided to write full-time for a year. So I think I just feel calm. I feel very inspired and much more observant, because I understand that I am as good of a writer to the extent in which I am able to observe everybody else. So I take more time to talk to people and to pay attention to nature and very uninteresting things, because those are the things that inform me. So yeah, I think I feel calm more than anything. I don't know if it's just me, but I think of creativity as a two-way relationship between you and something else. I think you can conclude what that other thing is yourself, if it's God, if it's third entity, whatever it is. I think it's this presence that is around you that doesn't force you to do anything, but that invites you in, and you can choose yourself whether or not you want to accept it. Both of those choices have consequences. I think if you choose to not be creative, if you feel that there's something
calling you and something inviting you and you say no, that's okay. It's too easy to say that that's the wrong choice because that's the choice a lot of people have made. But then you kind of have to accept that you're going to walk through life with this thing in the back of your mind that's going to bother you about it because you know that there's something that you want to say yes to. If you say yes, then that's very interesting and it's very exciting, but it does mean a lot of risk and a lot of sacrifice. There are so many people in the world that want to be writers and, painters and actors and singers, and it's a very competitive place. So if you decide to do it, there's a lot of sacrifice that's required. So being aware that that's going to happen and there's nothing you can do, I think is a good idea, number one. I think number two, don't expect it to be fun in the beginning. I think if you've never created before and you want to start, that's beautiful, but you have to accept that for the first 3, 4, 5, 10 years, you're going to create things that are really bad. It's going to be terrible. It's going to suck. Like I said, I've been writing for 15 years, and it wasn't until now, year 15, that I'm starting to write things that I respect. So for 15 years, I was writing something and I would like it for 2 seconds and I would go back and I'd be like, this is terrible. And today I read the things I wrote 5 years ago and it's terrible, but that's a part of it. Because as much as creativity is about like sensibility and like a natural thing that you have, it's also work. It's technical. Writing is a very technical thing. There are very specific ways of writing. There are very specific ways of building a story. And you realize this the more you read and study other writers. And so when you start and you don't have the technicality, you're going to write things that you might think is good, but everyone else thinks is really bad. And they're probably right, but then that's why you kind of have to keep going, because at some point you're going to get better, but it's going to be very uncomfortable. I think for many people, they get very excited, and then 2-3 months go by and they're not writing like Shakespeare. And so they say, I'm bad, but you kind of have to keep going. So I would say if you want to dedicate time to writing, dedicate time to a process that is very uncomfortable. And if you can dedicate time to a process that feels very uncomfortable, which is a more efficient question to ask yourself than do I want to be creative, is do I want to be uncomfortable? And do I want to make bad things for years? And maybe the result one day will be that I will make something good. If the answer to that is yes, and you're being honest, then I think you would make a good creative. I think my biggest advice is practice before you make any decisions. Like, don't quit your job and studies right away. Wait until you have something that you trust, because I think a lot of people have ideas, but an idea is not a product yet. So practice producing until you feel that you have your own voice and your own identity, and then you can talk about jumping into it. But the biggest question first is, are you willing to create things that are very bad for many years with the very slim possibility that it will go well? And if the answer is yes, then you are creative and you can be a creative, I think. Lui, c'est Gérard Sekoto. Né en 1913 en Afrique du Sud, il peint cette œuvre lorsqu'il avait 34 ans. Peu après son départ en Afrique du Sud, où il rejoignait la ville de Paris pour fuir le régime d'apartheid. Cet autoportrait, la ville de Paris l'a utilisé pour promouvoir son exposition au Centre Pompidou appelée Paris Noir. Cette exposition, elle retrace la présence et l'influence de plus de 150 artistes venus de tout part, qui ont été actifs en France des années 50 aux années 2000. Et c'est pas pour rien que le nom de cette exposition s'appelait Paris Noir, parce qu'elle retraçait la présence et l'influence d'artistes à la peau noire en France durant ces années. Dites-vous que c'est la meilleure exposition que j'ai faite jusqu'à maintenant. J'ai encore plein de belles choses à voir, mais voir cette exposition, voir des artistes qui me ressemblent, je vous assure que ça fait quelque chose dans le cœur. Donc je vous laisse avec ces quelques extraits parce que l'exposition n'est plus disponible.
va voir le court-métrage de Lilou. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est évidemment un immense plaisir d'enseigner aux élèves que nous avons au lycée, mais c'est un plaisir redoublé de voir cette salle pleine. Donc déjà, vous pouvez vous applaudir vraiment. Merci d'être Je suis plus axée sur la photographie. Récemment, j'ai fait un court-métrage avec des amis, donc en option audiovisuelle au lycée. Durant toute l'année, en fait, on fait un scénario, tout ça, on monte. Et du coup, après, on peut exposer du coup nos courts-métrages au Renoir, qui est un cinéma là où, dans notre ville. Comment tu t'es sentie lors de la construction de ce court-métrage? Est-ce que tu as senti vraiment que c'était quelque chose qui te passionnait? Tu t'es accomplie dedans? Comment ça s'est passé? Par moments, c'est difficile parce que des moments où on se retrouvait seul, on avait des idées contradictoires dans le groupe, mais on a réussi après à faire un travail plutôt fluide et avec toutes nos idées, toutes nos imaginations différentes et ça a donné un rendu plutôt beau et on a eu beaucoup de remerciements du coup. Et pourquoi il passe par la porte? Quand on a dû se rejoindre des fois, c'était compliqué puisqu'on était plusieurs sur le tournage et par moments il fallait être seul. J'ai dû tourner seule, j'ai dû parfois appeler des personnes extérieures et c'était difficile de trouver des figurants au plein milieu de l'année quand il fallait rendre bientôt les projets. Et en fait, ça aurait pu me décourager et me dégoûter de l'audiovisuel, mais ça m'a renforcée et ça m'a appris à rechercher même des techniques pour filmer, approfondir mon travail sur l'esthétique, la colorimétrie. Enfin, j'ai appris plein de trucs, quoi. Durant mon projet, j'ai l'habitude de faire des rêves qui me marquent et très détaillés surtout. Au moment où il fallait rendre les projets, c'était une période très stressante puisque les profs, ils étaient vraiment sur nous. Plus nos travaux à rendre, plus le bac, enfin ça faisait beaucoup de choses en même temps. Et on était tous très frustrés. Et je me rappelle avoir fait des cauchemars dans lesquels, justement, un qui m'a marqué, j'avais une caméra autour de mon cou et je filmais autour de moi et je voyais pas ce qui se passait. Et j'ai marché dans une flaque et je me suis noyée avec du coup l'appareil photo dans mes mains. Et en fait, je me suis rendu compte après ce rêve en priant que j'étais trop focalisée sur moi-même et j'avais du mal à me décentrer et prendre du temps pour moi, regarder ailleurs que seulement sur le projet, seulement sur les travaux à rendre. Et ça m'aidait pas à approfondir mon travail en plus de ça. J'étais recroquevillée dans mon... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... T'es dans ta bulle, Oui, mais ça me frustrait plus qu'autre chose, quoi. Moi, je sais que j'avais du mal à prier dans ces moments-là, parce qu'il fallait que je demande, en fait, à Dieu, déjà de m'aider, comment dire, parce que c'était comme un brouillard, en fait, autour de moi, et il fallait que je sois conduite. Et comme je voyais pas ce qu'il y avait autour de moi, que j'arrivais pas à voir, il fallait que je demande à Dieu justement. Et moi j'avais du mal à prier je savais pas comment demander à Dieu. Même pour les projets dans lesquels je me disais voilà, c'est de la photo, je sais faire. Je pensais pas directement à prier pour ce genre de domaine. Et en fait, même si on sait dessiner, même si on sait faire de la musique ou on sait juste prendre des photos, prendre des vidéos et que les rendus sont sympas, il faut quand même demander à Dieu et prier dans ces moments-là. Même quand on a l'impression que tout se passe bien, que tout est fluide, quand on n'est pas accompagné par Dieu et qu'on prie pas, on va quand même être stoppé au bout d'un moment. J'ai envie quand même de continuer dans ma carrière artistique parce que j'ai grandi dans ça et ça me ferait bizarre de choisir un métier qu'on nomme stable alors que tous les métiers sont instables. Quand t'écris, quand tu joues, quand tu filmes, comment tu te sens? Ça me permet de m'exprimer. Le scénario c'était bien parce qu'on avait plein d'idées. Des fois, ça peut nous mettre en conflit,
mais on arrivait toujours à trouver un lien, un fil conducteur qui nous amenait à de bons résultats avec nos idées contraires. Donc ça nous a appris, ça nous a nourris en créativité de joindre nos idées. Écrire, oui, scénario, tout ça, j'aime beaucoup. C'est vrai que en tant que dans mon court-métrage, du coup, je devais être l'actrice principale et c'était difficile parce que d'avoir une caméra devant soi, c'est intimidant. On a fait des expériences dans le cinéma, par exemple, on jouait avec des lumières, on jouait avec les formes et c'est totalement différent puisque ça donnait un plaisir esthétique, enfin c'était beau. Et du coup, même en tant que figurante principale, je me sentais à l'aise, je me sentais bien parce que si j'étais entourée de mes amis, tout ça, c'était plaisant quoi à faire. C'était vraiment une activité enrichissante. Et puis ça va m'aider pour mes prochains projets à savoir vers quoi je vais m'orienter. Là, je sais que j'aime faire des jeux de lumière, c'est ce que j'ai fait dans tout mon court-métrage, des jeux sur les contrastes, les couleurs vives, les couleurs plus froides. Et en fait, ça m'a orientée aussi. Ça m'a permis de comprendre ce que j'aimais mieux, ce que j'aimais le moins. J'aimerais, même s'il y a eu des problèmes pour rendre le travail, je sais que j'aimerais toujours faire des travaux en groupe et pas rester seule. Dans mes prières, c'est ce que Dieu m'a appris à faire, à accepter les idées des autres, même si c'est pas forcément moi ce que j'aime. Au final, j'ai aimé le rendu, puis voilà. Il faut apprendre à se décentrer, même si c'est compliqué. On est trop focalisé sur ce qu'on arrive à faire, mais il faut s'ouvrir surtout dans l'art. Il faut s'inspirer d'autres personnes, parce que rien n'est nouveau, et il faut apprendre à regarder ailleurs aussi. Allô? Oui, j'étais prête. Waouh! Je suis totalement prête, hein. Ok. Les questions, elles vont s'entendre ou elles vont pas s'entendre? Elles vont s'entendre. Ouh là là, elle a préparé tout, c'est mon amie. Allez, on y va. Bonjour Maëva Kélia, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, on est là. Qu'est-ce que tu crées, Maëva Kélia? Comment ça t'est venu? Fin 2022, début 2023, j'ai ce projet qui me vient à cœur de faire un podcast. Il se trouve que c'était à la même période où j'avais décidé de mettre en ordre ma vie, de vraiment faire en sorte de suivre Dieu correctement. Bon, même si je suis pas parfaite, il m'est arrivé des dingueries. Mais en gros, à partir du moment où j'ai décidé ça, l'idée du podcast s'est un peu plus peaufinée. Enfin, Dieu m'a lancé en fait le nom du podcast, Ahava. Et Ahava en hébreu, ça veut dire amour de Dieu pour son peuple ou amour. De ça, c'est découlé en fait l'idée de Ahava qui est au final par mes témoignages et ceux des autres. Le but, c'est de vraiment montrer l'amour de Dieu dans nos vies de tous les jours. C'est très important pour moi d'être authentique et vulnérable dans ce podcast parce que beaucoup de gens qui, je pense, traversent les mêmes choses que nous, mais sous différents contextes. J'aime trop parler aux autres, écouter les témoignages et même moi de me poser et de faire un peu le bilan par exemple de mon année, je vois qu'il y a tel témoignage et je vois que ça pourrait aider. Le centre, ça a toujours été de communiquer avec les gens, écouter leur histoire et partager mon histoire. Mais voilà ce que je fais principalement. Tu m'as parlé d'Ahava. Est-ce qu'il y a autre chose? Quand j'étais petite, je faisais du théâtre. C'est quelque chose que j'aimerais reprendre petit à petit. J'aimerais tellement faire des films. J'écris des scénarios parce que j'ai des visions. J'aime beaucoup la musique. Ça, j'ai toujours aimé la musique. Et quand j'étais petite, je faisais du piano. Ça aussi, tu vois, j'aimerais reprendre. J'étais allée à un orchestre. Et pendant cet orchestre, j'étais tellement pris par la musique que j'ai eu, je sais pas si c'est à cause de ça, mais ça m'est arrivé 2 fois, donc je pense que oui. J'ai été tellement prise par la musique que j'ai eu une vision en fait d'un court-métrage que j'ai écrit, j'ai fait le moodboard, tout ça. Je l'ai envoyé à quelques réalisateurs, mais t'as capté après, c'est niveau tarif et tout, c'est super cher, mais ouais, c'est quelque chose que j'aimerais faire des films. Voilà, hein, je pense que c'est déjà pas mal. Est-ce que tu trouves qu'il y a un fil conducteur à tout ce que tu fais?
Est-ce que tu trouves qu'il y a un lien? Bah, moi, je dirais le fil conducteur, c'est la liberté. Quand je le fais, ouais, je me sens particulièrement libre, mais aussi, je devais pousser un peu. Dieu, il me challenge avec ce qu'il m'a mis à cœur parce que je manque cruellement de confiance en moi. C'est-à-dire que quand je dois faire ces choses-là, ou par exemple, il me demande de, vas-y, bah, reprends une scène d'un film que tu viens de voir et joue, ou bah tiens, regarde, il y a un piano dans la gare par exemple, joue. Ça me challenge. Je suis en train de travailler dessus, mais j'ai des difficultés avec l'estime de moi. Ça m'aide à avoir confiance en moi, à aimer mon image, à bien m'aimer, etc. etc. Mais c'est difficile. En quoi tu te sens libre en créant? C'est dans le sens où j'ai pas de limite. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de moi ou tu sais, comme quand tu bosses en entreprise, ou à côté de moi pour me dire ouais, c'est comme ça que tu dois le faire et pas autrement. Et j'ai vraiment pas de limite en vrai. Je suis pas freinée, je suis pas restreint dans mon inspiration, ce qui fait que bah toutes les idées qui sont dans ma tête, elles s'alignent. Le fait que tu aies commencé tout ça tard, des fois ça fait pas un peu peur? Ah, de fou. On est sur des plateformes où tu peux voir la vie, même si c'est une partie infime de la vie des autres, et tu vois des gens qui ont ton âge ou qui sont encore plus jeunes. C'est comme s'ils avaient déjà créé leur empire, et nous on en est qu'aux fondations, même si c'est la partie la plus importante. Le piège là, ça va être de se comparer, et je te cache pas que c'est super tentant, surtout quand tu passes du temps sur les réseaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait une pause un moment, vraiment pour me recentrer sur moi-même, parce que ça déprime en fait, ça démoralise. Et c'est un pote qui me disait ça, genre danseur. Le chemin en fait, il s'est fait derrière les rideaux, dans le sens où lui, il a taffé dans l'ombre. Et après, aujourd'hui, tu vois un résultat, mais c'est pareil pour ces gens en fait sur les réseaux sociaux. Le vice de ça en fait, c'est la comparaison, et c'est vraiment un truc que j'essaye de ne pas faire. Même si c'est très tentant, parce que ça t'emmène en fait à tout abandonner et à te considérer comme quelqu'un de nul alors que personne n'est nul. C'est juste le travail qui fait que tu vas t'améliorer en fait. C'est vrai que ça fait peur. On évalue par rapport à notre âge les risques. Et le risque, c'est et si ça marche pas? Et si je suis juste fou? Et aussi le fait de commencer comme ça en étant grand, bah moi personnellement, je fais face à du perfectionnisme. Et aussi à une difficulté face à l'échec. Par exemple, quand je vais pas réussir à maîtriser quelque chose tout de suite, je le vis pas comme quand j'étais petite. Quand t'es petite, t'as une facilité d'apprendre, alors que quand t'es grande, tu vas buter et tu vas vite laisser tomber, mettre la chose de côté. Ce qu'il faut faire, c'est continuer, persévérer là-dedans, et je galère avec ça, franchement. C'est important d'avoir confiance en soi quand même, sans être, tu sais, arrogant, sans être... Orgueilleux? Ouais, voilà, sans être orgueilleux, tu sais, c'est important quand même d'avoir confiance en soi. Bah, même dans la parole, les disciples, quand ils parlaient aux gens, ils allaient vers les gens, ils étaient remplis d'assurance, de confiance en eux. Comment est-ce que ta foi t'aide quand tu es comme Paul en prison et que tu peux juste t'accrocher à tes rêves? Écouter des témoignages, la lecture de la parole aussi m'aide beaucoup. Quand, bah, tu vois, comme t'as dit, Paul, quand il était en prison, tu peux penser que c'est la fin, qu'il n'y a plus la lumière au bout du tunnel, mais au final, bah, les chaînes, elles se sont brisées. Et tu vois, ça donne espoir. Et après, des fois, il y a des gens, ils vont lire ça, ça va peut-être pas faire le même effet. Quand je suis dans ce cas-là, le fait d'aller voir des témoignages d'autrui, ça m'aide beaucoup. Et aussi, bah, tout simplement, quand je suis dans le noir, en parler autour de moi, ne pas rester, parce que ça, c'était mon dada de ne rien dire et de tout garder pour moi. Mais vraiment, Dieu il m'a fait la grâce d'avoir des proches à qui je peux parler et qui s'intéressent, tu vois. Pour me remotiver, tu vois. C'est comme si vous remettez de l'essence, en fait, à la voiture que je suis, si ça se dit. Le premier épisode de la saison 1, Relation, j'avais écrit « Impossible de parler ». Impossible, alors qu'il n'y avait pas la caméra. J'avais trop du mal à parler et carrément je commençais à vouloir rentrer dans un personnage. Et je sais très bien faire ça. Et parler alors que c'était pas du tout moi. C'est pas moi, je sais pas c'est qui. Mais quand tu m'as braqué, c'était un braquage. Au final qui s'est avéré très, très utile. Pas le choix. Pas le choix. Avec toi en FaceTime, du coup avec le son coupé, j'ai pu enregistrer l'épisode Relation avec une bonne prière pour commencer au début parce que c'était chaud. Peur du jugement, peur du regard des autres, peur qu'on me décrédibilise, peur de passer pour un clown. Et je me dis que en vrai je suis qui? Genre
Dans le sens où je suis qui pour moi prendre un micro et blablater. Alors que Dieu, il nous voit pas du tout comme ça. Dieu, il nous voit dans notre unicité. Chacun a son unicité, chacun a sa propre valeur et il nous aime tous d'un amour inconditionnel. Donc en vrai, oui, je suis quelqu'un, tu es quelqu'un aussi. S'il y a bien un conseil que je dirais à quelqu'un qui commence à douter de lui, parce que ça arrive, ça m'arrive tous les jours. Mais il faut pas rester avec ses doutes, il faut pas les accepter, déjà prier dessus et aussi demander de l'aide et de la confirmation autour de soi. Le fait d'avoir un œil externe, ça aide beaucoup. Je suis trop reconnaissante moi d'avoir une assemblée vraiment saine d'esprit et des proches et une famille. Je suis très attentive et je suis très sensible aussi. Ça fait que tous les mots qu'on va dire, je vais vraiment les prendre à cœur. C'est pour ça que je ne me confie pas à tout le monde quand j'ai des doutes et tout. Je me confie vraiment aux valeurs sûres. Comment, au fil du temps, Dieu a permis que tu aies une assurance dans le fait que tu manquerais de rien? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Moi et l'argent, c'est pas du tout une histoire d'amour. C'est comme un harceleur, un agresseur. Franchement, j'ai que des soucis, des trous dans les poches. Ça fait à chaque fois que je posais mes fesses sur la chaise et que je prenais mon micro et que je témoignais, il y avait un virement où il y avait une situation qui se réglait. Ouais, il y a ça, il y a quand j'ai fait mon open mic à MLK et que j'ai rencontré Jackson et Alan, tout de suite ça a accroché, ils m'ont grave aidé pour ma session à l'open mic. Tu fais des rencontres à chaque fois, les gens qui te disent ah j'aime bien, le fait aussi d'avoir des visions ou de faire des rêves, ça aide en tout cas à avoir confiance en la promesse de Dieu qui n'est pas visible pour l'instant. Je sais qu'il m'a mis ça à cœur. Si j'arrête, c'est que je sais pas moi, m'a tiré dessus. Tu vois, les temps où vas-y j'ai envie d'arrêter et tout, ça me rattrape vite en fait. D'où l'importance d'écrire. Tu relis les promesses. J'enregistre beaucoup au dictaphone les conversations, les gens ne le savent pas. J'ai bossé pour la CIA aussi. Et des fois je les réécoute. Et ça me fait du bien au cœur, ça me pense le cœur. Et du coup ça me remotive. Je marche et tout dans les rues de Paris. Et je fais une prière comme ça dans ma tête. Et je disais, Seigneur, si tu veux vraiment que je fasse... Parce que j'ai toujours ce problème de confiance, donc il me faut des confirmations. Si tu veux vraiment que je fasse théâtre, tout ça, vraiment que je me lance, parce que du coup forcément ça va me coûter, tu vois. Et envoie quelqu'un. Je vais dans un café avec Waïda, et il y a une dame et tout avec un monsieur qui s'assoit à côté de nous. On est sur le point d'y aller, et elle nous regarde et dit « Alors, qu'est-ce que vous faites ?» Waïda elle explique et tout ce qu'elle fait, nanana. Et moi j'explique. Sauf que pour me présenter, moi j'ai dit quoi? Je me présentais pour que les gens de l'extérieur comprennent. Parce que quand tu dis à quelqu'un du dehors, enfin, je sais pas si tu vois ce que... Quand je dis du dehors, c'est genre les gens qui... Conventionnel. Voilà, c'est ça, conventionnel. J'ai dit qu'en gros je voulais faire de l'audiovisuel. Et c'est super large parce que dans l'audiovisuel, il y a tellement de métiers. Et du coup, moi, je voulais juste balancer ça et tout. Et que, j'aimerais trouver une école et tout dans l'audiovisuel pour commencer et tout. Et après, elle m'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire exactement? Et elle m'a commencé à me dire des écoles. Et en fait, il y avait tellement d'écoles différentes en fonction du domaine où tu veux être placé dans l'audiovisuel que elle m'a perdue en fait. Je savais plus quoi répondre. Et je rigole et tout. Et après, je lui dis, en fait... J'ai un podcast et j'aimerais réaliser des films, être dans le cinéma. Et quand je lui ai dit ça, elle a dit voilà. Mais elle m'a cherché, tu vois. Et après, elle m'a expliqué qu'elle bossait et tout sur les plateaux de The Walking Dead, d'Emily in Paris et tout, dans la lumière en tout cas. Elle m'a dit que c'était super important de savoir se présenter et que quand tu sais ce que tu veux et quand tu sais te présenter, ça va t'ouvrir des portes. Alors que si tu tournes autour du pot comme je faisais, ça va te fermer les portes parce que les gens ils vont pas te comprendre. Et ça franchement c'est un super bon conseil, savoir se présenter, et ça va aussi avec ton identité et ça va avec aussi ton estime. J'ai repensé à la petite prière dans ma tête, j'ai dit mais tu m'écoutes même quand je parle dans ma tête, c'est trop dingue, merci Seigneur. Quand je regarde Ava, je trouve que c'est un podcast assez différent au niveau de la manière dont les sujets sont abordés, dans la manière de filmer. Tu veux incorporer ce qui t'inspire. Du coup, je voulais savoir comment ça te vient. Pourquoi t'as pas choisi de faire un format plus classique?
Franchement, je suis reconnaissante parce que Dieu m'a donné des yeux et des oreilles pour entendre. Quand tu ouvres bien les yeux, tu vois tellement de choses. Pour moi, c'est impossible quand tu crées de mettre ces choses-là de côté. Genre, c'est comme si ton cerveau, c'est une carte mémoire et à la fin, tu vois tout ce que tu as consommé au niveau du visuel et au niveau de l'écoute. Et il y a tellement de choses. Là, franchement, Ahava, c'est comme mon journal en fait. Et j'ai remarqué qu'en écrivant tous les jours, bah, ça m'aidait encore plus dans ma créativité, genre parce que du coup je me souviens exactement des détails de ce que je vois dans la journée, de ce que j'entends, etc. Et du coup ça m'inspire de fou pour Ahava. Ahava, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans mon cerveau, je te donne une clé USB, je la branche à mon cerveau, je te la donne, bah voilà. Et il y a des choses que je peux pas faire à cause des droits, et c'est dommage. C'est dommage. C'est un moyen d'expression en fait. Ah mais de fou. Je pense que j'ai passé beaucoup d'années sans m'exprimer. Et là, il y a tout qui sort d'un coup. Et plus j'ai confiance en moi, plus ça sort, tu vois. Bonsoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Parce que vraiment, il m'en a fallu beaucoup de temps à monter cette vidéo, à œuvrer pour cette vidéo. Ce que je retiens en regardant tout ça, c'est vraiment qu'il faut vraiment de l'audace pour se lancer. C'est vraiment l'audace qui paye. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, un jour elles se sont levées et elles se sont dit je vais faire des choses que j'aime. Et ça franchement c'est très inspirant, rien que le fait de faire dans un monde où on nous dit fais ci sinon tu vas pas réussir. C'est très encourageant de voir autour de soi qu'on a tant de personnes, enfin en tout cas dans mon entourage j'ai tellement de personnes comme ça que ça me pousse en fait à réaliser mes rêves tout simplement. Dieu il nous a donné des talents. Vous qui avez vu cette vidéo, si ça vous a inspiré, sautez le pas. Faites, commencez quelque part et ne vous dites pas il faut que ça soit grand, il faut que ça soit grandiose. Franchement juste commencez, ne laissez pas le perfectionnisme ou le regard des autres ou même ce que font les autres vous arrêter. Si cette vidéo vous a parlé ou si vous souhaitez tout simplement témoigner à ce sujet-là ou sur un autre sujet, j'ai mon adresse mail qui s'affiche juste ici. Je pourrais partager votre témoignage sur ma page Substack où je publie du coup tous les témoignages que vous envoyez anonymement ou autres si vous souhaitez rendre ça public. La vérité, je suis très contente d'en avoir fini avec cette vidéo parce que j'ai beaucoup procrastiné. Ces derniers temps ont été compliqués. Je faisais que de repousser le travail. Mais je suis très contente d'en finir. J'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à commenter, partager à quelqu'un si vous pensez qu'une personne va aimer ou si ça vous a fait penser à une autre personne qui hésite à se lancer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée. Soyez bénis!